Parou, qui va nous parler de tout ce qui se fait sur les arbres dans les pays du monde. Alors, il est accompagné de Raphaël Trouillet. Alors, tous deux font partie de l'association Tetractis. Jacques est vice-président de l'association Tetractis, anthropologue, chercheur au CNRS. Et Raphaël est directeur de l'association Tetractis, mais ils vous en parleront beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Comme ça bonjour tout le monde. Alors, vous parlez en un mot de Tetractis. Tetractis, c'est une organisation, une association de solidarité internationale qui est née ici, dans le Vercors. Et quand on a rencontré l'équipe du festival, on s'est dit qu'il y avait vraiment un intérêt pour qu'on vous présente ce que nous faisons, et en particulier sur le rapport des communautés villageoises avec qui on travaille et leur lien avec l'environnement. Le premier lien de Tetractis avec le Vercors, c'est les fondateurs, qui sont tous issus de ce territoire de montagne et qui ont décidé de créer cette organisation pour partager l'expérience des Alpes en matière de protection et de valorisation des patrimoines. Et donc, ça fait maintenant 30 ans que l'association travaille dans une quinzaine de pays pour accompagner les communautés pour mieux vivre tout simplement grâce au développement touristique, grâce à la mise en valeur de leur patrimoine naturel et culturel. Et il y a forcément toujours un lien entre les hommes et leur environnement, et c'est ce qui caractérise notre intervention. Donc Jacques va évoquer tous ces rapports entre l'homme et l'arbre sur nos territoires d'intervention, et j'essaierai de faire le lien entre ces rapports intimes avec des projets de développement concrets et matériels sur les territoires. Jacques. Voilà, merci beaucoup Raphaël pour cette présentation. Donc je vais aborder la question du lien entre les hommes et les arbres à travers ce que l'on appelle les représentations, c'est-à-dire la construction d'un mode de connaissance sans disposer forcément des outils scientifiques. Donc on se représente les choses à partir de ce que l'on en voit, on essaye d'imaginer quelle logique elles peuvent avoir, comment les choses se combinent entre elles pour donner donc le concept d'arbre par exemple. Donc tout cela correspond souvent à une démarche qu'on appelle anthropomorphique, c'est-à-dire que les hommes comprennent les arbres en tant qu'ils leur ressemblent, en tant qu'ils ont des caractéristiques qu'ils interprètent comme donc étant liées au genre humain. Donc, dans certaines civilisations, on pense que les arbres, ou les plantes de manière plus générale, sont des humains qui se sont déguisés en arbres, en plantes. C'est notamment ce qui a été observé par un anthropologue qui a fait parler de lui il y a quelques années, qui s'appelle Philippe Descola, qui a été longtemps titulaire de la chaire d'anthropologie au Collège de France et qui a séjourné très longtemps parmi une population de la forêt amazonienne qui s'appelle les Achuars, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Jivaros, et qui avait la réputation d'être d'excellents réducteurs de tête. Lui, sa tête n'en a pas été réduite pour autant, malgré le temps qu'il a passé parmi eux. Et il a constaté que chez ces personnes qui vivaient depuis des générations en symbiose avec la forêt, le concept de nature n'existait pas, parce qu'il était tellement évident. Donc ça l'a amené à remettre en cause la division entre nature et culture, qui est un peu au fondement du développement de l'anthropologie en Occident. Il y a une séparation entre la culture d'un côté, qui est la production de l'homme, de ses qualités d'homme, de ses capacités à changer les choses, et puis de l'autre côté, la nature qui apparaît comme un monde différent, voire quelquefois un peu hostile. Cette aventure dans la forêt équatorienne amène à reconsidérer un peu le rapport nature-culture chez certaines populations.
Ça ne veut pas dire que ça n'est pas valable ailleurs, mais ça amène à reconsidérer donc un lien beaucoup plus fort, un lien de confusion quelquefois entre l'homme et la plante, entre l'homme et l'arbre en particulier. Pourquoi l'arbre? Parce que c'est parmi les plantes les plus impressionnantes, et l'arbre présente donc des capacités à servir de symbole pour un certain nombre de visions du monde, notamment visions cosmiques, puisque c'est vrai de plusieurs civilisations, mais c'est particulièrement vrai des civilisations précolombiennes chez lesquelles on imaginait le cosmos en 3 dimensions. Une dimension souterraine, une dimension terrestre et une dimension céleste. Et l'arbre colle tout à fait pour symboliser tout cela. Parce que l'arbre, c'est d'abord les racines, donc le monde souterrain. Ensuite, c'est le tronc, le monde terrestre. Et puis, ce sont ces vastes ramures qui l'amènent à donc, occuper une partie des cieux. Donc, on retrouve dans d'autres civilisations cette symbolique de l'arbre, notamment dans les vieilles civilisations européennes. Donc, si vous avez quelques souvenirs de mythologie grecque, donc vous savez peut-être que les arbres, et notamment les arbres les plus impressionnants, étaient attribués à des dieux. Donc les Grecs étaient les champions en matière d'anthropomorphisme. Ils imaginaient les dieux comme les hommes, ils avaient la même tête, ils avaient les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'ils étaient baffreurs, coureurs, donc ils n'étaient pas très sérieux pour des dieux, et on leur attribuait donc des arbres comme symbole. Donc ces arbres étaient la voix des dieux. Notamment, il y a un oracle, c'est-à-dire un lieu où l'on pouvait entendre la voix des dieux, qui était situé dans la forêt de Dodone, qui ne se trouve plus maintenant parce qu'elle n'existe plus en tant que forêt, mais elle se trouvait dans une région qui correspond à l'Épire, donc une région située entre le nord de la Grèce et le sud de l'Albanie. Donc c'était une forêt de chênes essentiellement, parmi lesquels il y en avait un particulièrement beau, particulièrement majestueux, qui était attribué à Zeus, Jupiter pour les Romains, et pour donc la présidence actuelle de la République française. Donc ce Jupiter-là donc avait son chêne par lequel il exprimait ses volontés, il exprimait un oracle, c'est-à-dire une vision de l'avenir. Donc les Grecs étaient friands d'écouter les oracles. Donc il y en avait un très célèbre qui se trouvait dans la ville de Delphes, où une prêtresse qui s'appelait la Pythie interprétait donc les paroles de Zeus, les paroles d'Apollon plutôt, et à Dodone, c'était Zeus qui s'exprimait à travers le bruit des branches et des feuilles dans les arbres. Donc quand le vent soufflait, les arbres faisaient du bruit et les prêtres et prêtresses du coin interprétaient ce bruit comme nous avertissant les gens d'un danger ou prévoyant tel ou tel événement qui était destiné à se produire dans un avenir plus ou moins proche. Donc il y avait parmi ces arbres le chêne de Zeus qui exprimait directement la volonté du roi des dieux. Donc il y a une dimension dans la perception des arbres, une dimension émotionnelle. Les arbres impressionnent. Donc par quoi impressionnent-ils? Ils impressionnent surtout par leur taille, leur développement de ramures, et puis par leur longévité. Donc ce qui impressionne les hommes, c'est que les arbres vivent beaucoup plus longtemps qu'eux. Certains arbres en tout cas, le chêne, les arbres dont on parlera tout à l'heure à propos des terrains de Tétractis, le baobab, le cèdre, l'olivier, ce sont des arbres qui peuvent vivre plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers d'années. Et ça, c'est évidemment une performance que les hommes ne feront jamais. Donc nous avions prévu d'illustrer cette conférence par des kakémonos qui représentaient différents arbres avec des citations
d'écrivains. Donc, notamment, j'avais trouvé, à propos du baobab, une citation provenant du Petit Prince de Saint-Exupéry, où le Petit Prince promène son regard sur la nature et il est notamment impressionné par la taille du baobab et la taille des graines du baobab. Et il se dit, si les baobabs ont tant de graines, ces graines vont s'enfoncer dans le sol et comme elles sont tellement grosses, elles vont faire exploser la planète. Donc, il y a hélas aujourd'hui d'autres moyens beaucoup plus dangereux et beaucoup plus efficaces pour faire exploser la planète, mais cette anecdote montre la dimension émotionnelle, la dimension d'être impressionné par les arbres. Ce ne sont pas n'importe quels arbres qui sont choisis comme symbole de la force des dieux, de la force des humains, de la force de la nature. Donc, quittons le domaine européen et allons sur les terrains de Tétractis, notamment le Sénégal oriental, qui est notre plus vieux terrain d'intervention, puisque ça a commencé au tout début des années 2000, avec donc l'organisation d'un festival de danse traditionnelle, empruntant aux rites traditionnels, rites saisonniers, rites de passage, rites d'initiation, etc., où les arbres jouent un grand rôle parce qu'ils servent aux humains à se déguiser. Donc on croit, dans ces régions du Sénégal oriental, on croit que les génies, les ancêtres, se tiennent cachés dans les grands arbres. Évidemment, pas n'importe quels arbres, mais les plus grands, le baobab, bien sûr, mais aussi le fromager, qui atteint une hauteur impressionnante, le caïlcédra, le néré, les différentes sortes de rogniers palmiers, etc. Donc il y a l'esprit des ancêtres, l'esprit des génies de la forêt qui se cache derrière ces arbres. Et très tôt, on apprend aux enfants à les respecter. Donc, parmi les arbres impressionnants du Sénégal oriental, il y en a un que certains d'entre vous ont peut-être vu en voyageant dans cette région, parce qu'il est célèbre, c'est le baobab d'Iwol. Donc, Iwol est un village bédique. Les bédiques sont une des ethnies dites minoritaires qui habitent la région du Sénégal oriental. C'est une population peu nombreuse, 2 à 3 000 personnes seulement, c'est très peu, mais ce sont des gens qui vivent dans une symbiose avec la nature environnante et qui ont réussi à conserver leur tradition dans un environnement où la majorité des gens se sont convertis à l'islam au fil du temps et ont abandonné ou transformé quelquefois jusqu'à les folkloriser totalement les rites traditionnels. Donc le baobab d'Iwol est célèbre parce qu'il est situé sur une hauteur, donc ça se mérite, il faut grimper le long de sentiers caillouteux qui sont assez épuisants pour arriver sur un plateau où se trouve un village d'un peu plus de 500 habitants, avec au milieu ce baobab qui est non pas le plus grand du Sénégal, mais qui doit être le deuxième pour la taille et la circonférence, après un autre baobab encore plus connu qui se trouve dans le pays sérère à Fatick. Donc le baobab d'Iwol, donc à un peu plus de 20 mètres de circonférence, il aurait, ça c'est difficile à évaluer, il aurait autour de 800 ans. Donc, ce qui en fait tout de même un arbre assez vénérable qui aurait poussé sur le tombeau du fondateur du village, qui appartenait au clan des Kamara. Donc les Bédiques expliquent l'histoire de leur peuple par la rencontre entre deux clans que l'on trouve ailleurs dans l'Afrique de l'Ouest, deux clans originaires de l'ancien royaume du Mandé, le clan des Keïta,
qui monopolise le pouvoir politique, et puis le clan des Kamaras, qui, lui, monopolise le pouvoir religieux, qui sont les chefs coutumiers traditionnels. Donc le premier Kamara, fondateur du village, a été enterré et un baobab a été planté sur sa tombe. Donc on retrouve là aussi un lien symbolique entre l'homme et l'arbre. Donc même dans nos campagnes en France, on avait, il n'y a pas si longtemps que ça, la tradition de planter un arbre chaque fois que naissait un enfant. Donc là, c'est un chef de clan, fondateur du village, qui est enterré là, et le baobab a poussé au-dessus de lui. Donc on va retrouver le lien homme-arbre à travers les nombreux rituels qui caractérisent les populations du Sénégal oriental. Ce sont des populations qui, pendant longtemps, on peut dire jusqu'aux années 1930, pratiquaient essentiellement une économie de ponction. C'est-à-dire qu'ils ne cultivaient pas le sol. Bon, ils élevaient très peu le bétail. C'était avant tout des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient parce que le gibier était abondant. Ils chassaient avec des moyens rudimentaires, la hache, l'arc et les flèches, quelquefois le fusil. Et puis surtout, ils cueillaient des plantes dans la forêt. Progressivement, ils sont passés au stade d'agriculteurs. Et donc, chez eux, les productions agricoles se divisent entre hommes et femmes. Donc là aussi, il y a des analogies symboliques assez claires. Tout ce qui pousse dans la terre, les arachides, les pois de terre, est cultivé par les femmes, puisque c'est à l'intérieur de leur ventre que poussent les enfants. Et par contre, les hommes cultivent le mil et le maïs, qui poussent extérieurement, qui ne poussent pas à l'intérieur de la terre, mais à l'extérieur. On retrouve également, lors des rituels, l'usage de l'arbre, ou plutôt de son écorce. La plupart des arbres du coin sont faits d'un bois qui n'est pas extrêmement facile à travailler pour faire des masques. Donc on va utiliser plutôt des écorces battues pour faire des cagoules qui permettent aux hommes de dissimuler leur visage, parce que quand ils portent ces cagoules, ils ne sont plus des hommes, ils deviennent des ancêtres, ils deviennent des génies de la brousse qui vont à la fois protéger les humains et puis leur faire aussi savoir qui ils sont, qu'on doit les respecter. Donc il existe chez les Bédiques et chez leurs voisins Bassari un rituel initiatique qui vise à éprouver le courage des garçons quand ils atteignent l'adolescence, quand ils ont 15-16 ans. Donc ils vont devoir démontrer qu'ils sont dignes de faire partie du groupe des hommes, qui autrefois étaient des chasseurs, des guerriers, chez qui le courage était une vertu fondamentale. Donc ils vont affronter à la lutte. Aujourd'hui, c'est de la lutte à main plate, mais autrefois, ça pouvait se faire avec des bâtons assez solides. Donc ils vont affronter des hommes masqués, portant des cagoules, qui dissimulent leur visage, qui dissimulent leur identité. Donc ces hommes masqués sont des gens de 25-30 ans, donc qui physiquement sont beaucoup plus costauds que des gamins de 15-16 ans, et qui vont les jeter à terre, souvent assez brutalement. Bon, autrefois, ils se tapaient très fortement avec des bâtons. Il y avait quelquefois des morts, mais ça n'empêchait pas le rituel de se poursuivre. Ceux qui décédaient, c'est qu'ils n'étaient pas assez costauds. Tant pis pour eux. De toute façon, ils n'auraient pas fait de bons guerriers parce qu'ils n'étaient pas capables de résister à des coups de trique sur la figure. Donc, il fallait qu'ils disparaissent de toute façon. Ça n'a jamais remis en cause tout cela. Alors, progressivement, avec l'évolution des mœurs, avec le début du tourisme, ce rituel s'est un peu pacifié. Il est interdit de frapper violemment. On ne peut pas frapper même avec le poing, donc c'est de la lutte à main plate. Il faut faire toucher le sol des deux épaules par l'adversaire. Il arrive d'ailleurs quelquefois que quelques garçons costauds arrivent à renverser
un homme masqué renverser un ancêtre. Alors c'est évidemment tout un symbole qui remet les choses en question, et ces garçons deviennent ensuite des célébrités. Ils sont très connus dans toute la région pour avoir accompli cet exploit. Donc ces hommes deviennent véritablement des arbres par leur accoutrement. Donc ils portent une cagoule dissimulant leur visage qui est fait d'écorce battue. Ils s'attachent aux poignets, aux chevilles, à la taille, des ceintures de feuilles. Pas n'importe quelles feuilles, hein, ce sont les feuilles des grands arbres, ceux derrière lesquels se cachent les génies. Et donc ça montre à quel point il y a une symbiose entre l'homme et l'arbre dans ces divers rituels. Les arbres participent aussi aux récoltes, donc certains hommes déguisés en arbres, ayant des cagoules un peu différentes, vont encourager les paysans à travailler leurs champs, à passer la houe ou l'hilaire pour faire pousser donc les récoltes que l'on va ensuite quelquefois transformer en boissons alcoolisées, en vin de palme, en bière. Donc tout cela accompagne ces festivités qui sont devenues aujourd'hui une attraction touristique avec tout de même une certaine prudence. Donc on pourrait, pour revenir brièvement sur l'idée de valoriser ces rituels qui tendaient à disparaître parce qu'ils n'intéressaient plus guère les populations locales. Et puis surtout, comme la région est aujourd'hui une région assez pauvre, beaucoup de gens, et notamment des jeunes, tentaient leur chance ailleurs, émigraient en ville ou émigraient quelquefois très loin, voire à l'étranger. Et comme ces rituels sont essentiellement faits par les jeunes, n'ayant plus de jeunes au village, on les abandonnait. Donc l'idée des autorités locales qui donc ont contacté Tétractis au début des années 2000, c'était de maintenir ces rituels en leur donnant une dimension un peu folklorique, en faisant un festival dit des ethnies minoritaires qui permettait aux populations de montrer leurs divers savoirs en matière de mise en scène, en matière aussi de danse, de chant, de musique, puisque évidemment tout cela est fortement accompagné de chants, de musique sur des instruments traditionnels. On utilise beaucoup les grelots, on utilise donc des petits violons ou des balafons qu'on retrouve comme instruments dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce festival se maintient aujourd'hui, donc il est devenu une référence dans la région. Alors certes, ça n'est plus le rituel tel qu'il était accompli autrefois, mais c'est tout de même une manière de conserver un élément de la culture traditionnelle qui aurait pu disparaître sans cela. Ceci dit, les rituels se maintiennent malgré tout, même s'ils se font de façon beaucoup plus irrégulière. Autrefois, ils avaient lieu tous les 2 ou 3 ans, maintenant ils ont lieu tous les 5 ou 6 ans, mais ils se maintiennent tout de même et ils ne sont pas une attraction touristique. Après avoir constaté lors du premier festival que le fait d'avoir montré des rituels qui devaient rester de l'ordre de l'intime chez ces populations, il y a eu donc un mécontentement de certains qui ont estimé qu'on n'aurait pas dû faire cela. C'est donc rajouter là-dessus de mauvaises récoltes, divers problèmes, et certains ont dit, voyez, ce sont les génies qui se vengent, parce qu'on a montré des masques que d'habitude on ne montre que dans des circonstances bien précises. Donc on a discuté avec les gens, avec les chefs coutumiers, pour savoir ce qui était montrable et ce qui ne l'était pas, selon eux, dans ces festivals dits d'ethnie minoritaire. Et depuis cette époque, on n'a pas retrouvé ce genre d'incident malheureux. Donc cela permet tout de même de maintenir ce lien assez fort avec la nature à travers donc les esprits
symbolisés par les hommes déguisés en arbres. Et cela explique que dans l'éducation traditionnelle, chez les Bédiques et les Bassaris, il y ait donc une injonction à respecter la nature, à respecter les arbres. Donc ces populations habitent à la lisière d'un parc naturel, un des plus anciens d'Afrique de l'Ouest, le parc du Niokolo Badiar, qui s'appelait autrefois le Niokolo Koba, qui a été étendu sur la vallée de la Badiar, qui se trouve en Guinée. Donc ce parc a une superficie d'un peu plus de 9000 km². On y trouve environ 1500 espèces végétales, 80 mammifères, 350 sortes d'oiseaux, et je vous passe le nombre de reptiles et d'insectes. Donc c'est un parc qui a été créé en 1954 et qui a connu pas mal de déboires. Donc en 2000, il a été donc mis sur la liste du patrimoine de l'UNESCO en 84, donc 30 ans après sa création. Et en 2007, il était, et depuis 2007, il est toujours considéré comme patrimoine en danger. Donc très difficile à surveiller, donc avec des coupes de bois sauvages, du braconnage, des incendies. Donc les populations locales ont tendance à respecter spontanément les arbres du parc, à ne pas les couper, à ne pas les utiliser n'importe comment, parce que ces arbres ont une âme, et cette âme, c'est celle des esprits ancestraux qui les habitent. Donc on a là un bon moyen de faire passer un message écologique en passant par la voie traditionnelle. Donc il y a tout un tas d'interdits vis-à-vis de la nature qui sont adressés aux différentes catégories de population, notamment les adolescents qui sont les plus agiles et les plus costauds ont tendance à ramasser le miel qui se trouve en haut des arbres, et ça leur est interdit tant que les épis de mil ne sont pas à maturité, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir pollinisation. Donc ça leur est interdit, bien qu'ils aient la capacité de le faire. Si jamais ils le font, eh bien, ils se font en général copieusement engueuler, voire bastonner, parce qu'ils ont, refusé de respecter un interdit. Ils ont transgressé cet interdit, ce qui est une faute grave dans une société qui fonctionne en rapport avec l'invisible, avec le monde de la nature, qui a ses exigences que ces gens-là ont appris à connaître simplement par capacité d'observation empirique, simplement par transmission des savoirs qui se sont constitués au fil du temps. Donc on a là des ingrédients qui permettent de faire une éducation au respect de l'environnement qui est plus efficace que le règlement des parcs qui repose sur des interdits que les gens n'ont pas envie de respecter parce que ce sont des interdits qui sont coûteux pour eux. L'erreur, sans doute, a été aussi de chasser les populations autochtones qui habitaient à l'intérieur du périmètre des parcs. Donc ces populations autochtones étaient pourtant les meilleures garantes contre l'exploitation sauvage, contre le braconnage. On les a fait partir et d'autres sont venus se servir. Notamment, les guerres qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest ont provoqué la recherche du gibier. On a tué jusqu'aux derniers éléphants parce que ça se vendait bien aux différentes milices qui s'étripaient pas très loin de là vers donc le Libéria ou donc les pays voisins. Donc dans les années 80-90, les différentes milices allaient acheter de la viande de brousse qui provenait souvent du parc du Niokolo. Donc un éléphant, ça fait beaucoup de viande de brousse, ça fait de bonnes recettes pour les braconniers. Donc ces traditions peuvent jouer un rôle d'éducation au respect de l'environnement et permettre un développement harmonieux
dans lequel il y a une agriculture raisonnable, avec d'autres moyens donc de trouver des ressources, en particulier le tourisme, on y reviendra. Donc un tourisme responsable a pour intérêt à la fois de permettre à des populations d'avoir des ressources monétaires alors qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres moyens d'en avoir, mais ça leur permet aussi de ressentir que leurs traditions, que leur culture ont de l'intérêt, puisque des gens viennent de très loin pour les voir, pour les connaître, pour les rencontrer. Ça veut dire que ces cultures traditionnelles ne sont pas des vieilleries, des archaïsmes qui n'ont aucun intérêt, mais sont une richesse culturelle mondiale. Et d'ailleurs, tout cela s'est traduit par une inscription au patrimoine de l'UNESCO en 2012 du pays Bassari et du pays bédique, et des Peuls également qui sont dans le secteur, donc inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, en bonne partie en raison du lien mystique qui est préservé avec la nature environnante. Donc voilà, nous avons choisi le baobab que vous pourrez voir sur le kakémono, qui sera exposé un peu plus haut, pour illustrer en tant qu'arbre emblématique donc les actions de Tétractis dans cette région du Sénégal oriental, où les choses continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est de loin le terrain le plus ancien sur lequel nous intervenons, puisque ça a commencé au tout début des années 2000 dans le cadre d'une coopération entre le département de l'Isère et la région du Sénégal oriental, qui a changé de nom depuis, qui s'est divisé en deux régions. Maintenant, on a la région de Kédougou, où nous intervenons le plus souvent, et puis la région de Tambacounda, où nous intervenons aussi, notamment dans une réserve naturelle qui s'appelle le Bundu. Donc là aussi, les arbres jouent un rôle dans cette réserve naturelle. Il existe ce que l'on appelle des arbres à boubou, c'est-à-dire des arbres aux branches desquels on accroche des pièces d'étoffe provenant des boubous, des vêtements traditionnels que l'on utilise dans cette région. Donc pourquoi pendre des fragments de tissu aux arbres? Quel type de tissu s'agit-il? Alors il y a plusieurs interprétations. Celle que l'on peut retenir, qui se retrouverait dans d'autres lieux, c'est que ces vêtements ont appartenu à des personnes malades, notamment victimes d'épidémies. Et en les mettant accrochés aux arbres, on donne aux arbres un rôle prophylactique. Donc ils écartent la menace de l'épidémie. On met en général ces tissus aux arbres à la lisière des villages, jamais à l'intérieur des villages, bien sûr, il faut que l'épidémie reste à la lisière du village. On les met aussi à des croisements de routes, donc des lieux particuliers, des lieux qui symbolisent un lieu de passage. Donc tout passera, mais pas la maladie. On retrouve des arbres à vêtements dans d'autres régions du monde. On en a même retrouvé un en France, dans un village de Picardie, dont j'ai oublié le nom, qui est connu sous le nom d'arbre à vêtements, où on aurait accroché au XVIIIe siècle des vêtements de personnes mortes à la suite d'une épidémie pour se protéger de nouvelles intrusions de l'épidémie. Donc, vous voyez que la symbolique des arbres est utilisée de la même façon dans des régions bien différentes. Dans l'Europe, pas d'aujourd'hui bien sûr, mais dans l'Europe d'il y a finalement pas si longtemps que ça, où on faisait jouer aux arbres un rôle de protection contre les maladies contagieuses. Donc si on s'éloigne du Sénégal oriental et que l'on va sur un autre terrain où intervient Tétractis,
Le Liban, la vallée de la Kadisha, qui est une belle vallée à l'intérieur du mont Liban, dans une zone de haute montagne, on va retrouver un arbre emblématique bien connu qui est le cèdre. Le cèdre du Liban a presque disparu. Avec la vallée de la Kadisha, nous travaillons sur une région qui compte aussi une forêt de cèdre, la forêt du cèdre de Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a appelé cèdre de Dieu, parce que le cèdre est un arbre divin. Il est mentionné 103 fois dans les textes de la Bible. Il a été utilisé pour la construction du temple de Salomon. Donc ça lui donne un prestige. La vallée de la Kadisha, en plus, est devenue, avec les guerres civiles, avec les violences qui ont déchiré le Liban, c'est devenu un réduit chrétien. C'est le pays des Maronites, donc la principale confession chrétienne du Liban, qui s'est créée vers le 7e siècle. Le cèdre de Dieu a été, pour les Maronites, créé par Dieu. Il est arrosé, entretenu grâce à Dieu, et il faut qu'il se perpétue. Donc il y a un enjeu très fort qui est d'éviter la disparition des ultimes forêts de cèdre du Liban, avec une protection renforcée de cette forêt qui se trouve tout en haut de la vallée de la Kadisha. Donc le cèdre est aussi associé non seulement à la beauté, à la puissance avec ses grandes ramures, mais il est aussi associé à la longévité. C'est un arbre qui a vocation à vivre beaucoup plus longtemps que les autres. Il faut le préserver au maximum. Et puis, il est devenu un emblème qui est aussi inscrit dans la constitution du Liban. Quand on a créé le Grand Liban, création française, création européenne, après l'occupation dans le cadre du mandat de la Société des Nations, la Syrie et le Liban, qui étaient divisés en plusieurs entités, 5 entités, dont une qui regroupait l'actuel Liban, donc cette province de la Syrie-Liban, constituée par le mandat, à l'époque du mandat français, est devenu un pays indépendant, qui a acquis son indépendance en 1943, et dans la constitution du Grand Liban, qui regroupe plusieurs confessions chrétiennes et plusieurs confessions musulmanes, des chiites, des sunnites, des druzes, différentes catégories de chiites. On a écrit que le cèdre était le symbole de l'unité du Grand Liban, ce Liban indépendant. Traditionnellement, certaines confessions se réservaient le cèdre pour elles seules. Donc là, pour en faire un symbole d'unité, il a été mentionné dans la Constitution, dans la déclaration d'indépendance du Grand Liban, que le cèdre, que l'on va retrouver sur le drapeau libanais, est l'élément qui unit derrière une vision mystique de l'arbre, une vision biblique de l'arbre, l'arbre création de Dieu, protégeant les humains contre les nombreux risques qui peuvent leur tomber dessus. Autre arbre symbolique que vous pourrez voir sur le kakémono illustrant cette petite conférence, l'olivier. L'olivier est aussi un arbre qui a une grande valeur esthétique. Ses feuilles sont de couleur souvent argentée, ont des reflets qui ont une valeur esthétique assez remarquable. Et c'est aussi un arbre qui a une vocation à vivre très longtemps. Certains botanistes disent que le record de longévité aurait été battu par un olivier qui existerait depuis plus de 13 000 ans. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est difficile à prouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'olivier a cette dimension de grande longévité. Pour les Grecs, pays producteur d'huile d'olive avec de grandes oliveraies, l'olivier est un don de la déesse Athéna,
Donc le mythe raconte que Poséidon, le dieu de la mer et des océans, le frère de Zeus, était en compétition avec Athéna, que l'on appelle aussi Minerve chez les Romains, déesse de la sagesse, pour s'imposer comme protectrice de l'Attique, la région où se trouve actuellement la ville d'Athènes. Donc Poséidon a fait jaillir une source d'eau et Athéna a fait pousser un olivier. Et donc les dieux, qui étaient arbitres en la matière, ont accordé la région de l'Attique à la déesse Athéna, d'où le nom d'Athènes qui a été donné à cette ville, qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Europe, notamment grâce à ses expériences de la démocratie et grâce à l'extraordinaire production intellectuelle et scientifique qu'a connue la Grèce antique. Donc, qu'est-ce qui fait également la valeur de l'olivier, d'un point de vue symbolique, c'est aussi son fruit, l'olive, qui produit de l'huile, et pendant très longtemps, l'huile d'olive a permis de s'éclairer. Les plus anciennes lampes étaient des lampes à huile d'olive. Donc, qui dit éclairage, dit aussi connaissance, dit aussi clarté, dit aussi rationalité. Donc le fait que l'huile d'olive apporte la lumière, comme Dieu apporte la lumière au monde, fait que l'olivier est un arbre qui est aussi souvent mentionné dans les religions du livre, dans le christianisme, le judaïsme, mais aussi dans l'islam. Dans le Coran, il est écrit que l'olivier est l'arbre des bienheureux et que sur chacune de ses feuilles, on peut lire l'un des 100 noms donnés à Dieu, sur les feuilles de l'olivier. Donc on est là aussi dans un rapport mystique à l'arbre, sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Malheureusement, c'est souvent un symbole mystique qui n'arrive pas à avoir l'efficience qu'on voudrait lui donner. L'olivier est l'arbre de la paix, donc c'est l'arbre de l'espérance. Dans le récit du déluge dans la Bible, Noé envoie une colombe pour savoir si la terre est à nouveau sèche, et la colombe ramène un rameau d'olivier dans son bec, ce qui consacre l'olivier comme l'arbre de l'espérance, l'arbre de la paix que l'on voudrait bien avoir. Et malheureusement, on voit dans les conflits actuels, notamment au Proche-Orient, que souvent on déracine les oliviers pour occuper la place. Et c'est évidemment un signe négatif. Ça veut dire on ne fera pas la paix avec vous. Déraciner l'olivier, c'est déraciner aussi les espoirs de paix. Donc là aussi, le travail que fait Tétractis consiste à permettre à des touristes de découvrir la Palestine avec la richesse de son histoire, malgré un contexte de guerre particulièrement virulente. Alors, est-ce que j'ai le temps de parler du Laos et de ses arbres? Non, 5 minutes. Eh bien, on va parler du Laos, de la région de Konglor-Natal, où Tétractis intervient là aussi depuis très longtemps. Au Laos, comme dans l'ensemble de l'Asie, l'arbre symbolique par excellence, c'est le banyan, que l'on appelle aussi le figuier étrangleur. Enfin, il y a une grande variété de banyans qui appartient à la famille des Ficus moriacées. Le banyan a lui aussi des caractéristiques qui impressionnent énormément. Ses racines sont multiples, elles montent et elles descendent le long de son tronc. Il a quelquefois un tronc principal et plusieurs troncs secondaires. Donc c'est un arbre qui donne l'impression d'occuper le terrain en hauteur, en longueur, en largeur. Donc on dit que c'est sous un banyan que Bouddha a atteint l'éveil, qu'il a atteint le nirvana, donc cet état dans lequel on savoure la plénitude du corps et de l'esprit, dans lequel on a atteint
définitivement la connaissance approfondie des choses. Dans l'hindouisme, on dit que cet arbre est consacré donc aux trois dieux principaux de l'hindouisme, à savoir Brahma, Shiva et Vishnu. Et donc il y a plein de légendes sur le banyan, donc en Asie du Sud-Est. Il y en a une qui provient du Vietnam, que je vais vous raconter rapidement. Donc un couple de paysans possédait un banyan, et donc l'arbre était dans le jardin, et la femme du paysan a eu la mauvaise idée d'arroser le banyan avec une eau qui n'était pas une eau pure. Donc, on ne peut utiliser la pureté de l'eau est un symbole important dans les religions du sud-est asiatique, que ce soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Il faut se laver uniquement avec de l'eau qui a été purifiée, surtout pas de l'eau souillée. Donc, le mari était monté dans le banyan pour y cueillir donc des figues, et l'épouse a eu la mauvaise idée d'arroser l'arbre, qui s'est à ce moment-là déraciné et qui est parti pour se poser sur la lune avec le mari qui était dans les arbres. Et donc les gens expliquent que c'est pour cela que quand on regarde bien la lune, les points noirs que l'on y voit évoquent le dessin d'un banyan. Donc, depuis ce temps-là, eh bien, le paysan est sur la lune, à cheval, sur une branche de banyan, et sa femme, qui a sans doute renoncé à l'attendre, a dû refaire sa vie ailleurs. Donc voilà pour cette légende qui vient donc du Vietnam, et qui montre qu'on retrouve l'arbre symbolique de partout, jusque sur la lune, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je m'en tiendrai là pour ne pas abuser du temps de parole. Si j'ai le droit à 3 minutes pour essayer d'expliquer un peu concrètement ce que Tétractis fait après ce voyage sur 4 territoires que sont le Liban, la Palestine, le Sénégal et le Laos où nous intervenons. Sachez que la coopération française accompagne des projets qui tentent de préserver et valoriser les ressources naturelles, dont évidemment les arbres. Au Sénégal, ça se matérialise par un projet de structuration de l'ensemble de ces ethnies autour d'une organisation fédératrice qui s'appelle l'association AM, et qui a pour objectif de protéger et valoriser les cultures traditionnelles de ces 4 ethnies minoritaires. Et la matérialisation économique de cette organisation serait de créer un itinéraire culturel qui va se mettre en place là et qui va commencer à se structurer à partir de l'automne, de créer un itinéraire culturel de à peu près 120 km qui relierait l'ensemble de ces territoires pour créer de l'emploi pour les jeunes, qu'ils soient guides, qu'ils soient hébergeurs, qu'ils soient transporteurs, et que finalement, grâce à l'activité touristique, les communautés puissent mieux vivre et rester au pays. C'est un peu la même logique d'intervention qu'on a eue sur la Palestine, où on a accompagné, avec plusieurs partenaires rhône-alpins, la création du Sentier d'Abraham, aujourd'hui appelé la Grande Traversée de la Palestine, qui est un itinéraire de grande randonnée qui traverse du nord au sud la Palestine, entre Jenin et Hébron, qui passe par Jérusalem, par Bethléem. Et cet itinéraire permet de créer des entrées économiques majeures pour les communautés le long de l'itinéraire. Et au Laos, c'est l'objet d'un projet qui vise à protéger et à mettre en valeur le milieu souterrain de la région de Khamwan, au Laos. On utilise les savoir-faire ici rhône-alpins sur la mise en valeur des grottes. Et l'idée, là, c'est de démontrer que des communautés villageoises bien organisées peuvent gérer en direct des espaces naturels, des grottes comme sites touristiques, et que l'ensemble des retombées
leur reviennent. Et contrairement à la musique lancinante actuelle qui vise à privatiser l'ensemble des sites naturels, des grands sites naturels qui soient privatisés par des grandes entreprises nationales ou internationales. Donc l'idée sous-jacente à toutes nos interventions, c'est que les communautés locales sont les meilleures protectrices de leur milieu, elles le connaissent parfaitement, et ce sont elles qui doivent être les principales actrices de leur développement. C'est pour ça que Tetractis est né ici sur ce territoire où les acteurs locaux ont pris cette décision de protéger, de valoriser leur patrimoine. Et c'est ce qu'on essaye de défendre à l'international. Sur le dernier exemple qui est au Liban, avec la région Rhône-Alpes et le département et la ville de Chambéry, nous sommes en train d'accompagner la création du premier parc naturel régional du Liban, pour organiser une gouvernance autour de cette vallée de la Kadisha, ce qui n'est pas simple au Liban, si vous connaissez ce territoire, puisque chaque petite vallée a sa propre représentation politique et militaire, et du coup le prétexte d'un développement touristique, d'une destination touristique, peut permettre d'amener les décideurs autour d'une même table. Et ça, finalement, on s'en rend de plus en plus compte. Le tourisme est un très très bon prétexte pour relier les gens, à la fois sur leur propre territoire et à la fois aussi pour nous permettre de nous ouvrir au monde. On a besoin d'aller rencontrer nos frères au Sénégal, au Liban, en Palestine, au Laos. Il faut qu'on voyage de manière responsable. Il ne s'agit pas d'y aller tous les 4 matins, mais on a besoin de ça et on a besoin d'accueillir aussi nos partenaires sur nos territoires. Donc il y a aussi cet hymne à la rencontre et à la découverte des uns et des autres, parce que sinon, si on vit tous sur nos propres territoires, on en oubliera notre humanité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions dans la salle? Je suis devant. Ah oui, peut-être. On avait oublié ce petit détail. Oui. J'ai cru que vous aviez une question. Non, ah, pardon. Quelqu'un a une question? Oui. Bonjour. J'ai une question concernant le cèdre du Liban. Moi, je connais le mythe dans l'Égypte ancienne où Osiris et le cèdre sont devenus ensemble et c'est comme ça qu'il est devenu Dieu. Vous n'en parlez pas? Vous connaissez cette histoire? Oui, le cèdre du Liban a produit aussi pendant longtemps une résine qui était utilisée pour la momification des corps. Donc c'est lié justement à l'éternité d'Osiris, puisque à travers la momification, on vise à prolonger la vie, tout au moins l'apparence du corps, au-delà de la mort. Effectivement, certains expliquent donc la décroissance des forêts de cèdre du Liban très tôt. Ça a commencé relativement tôt dans l'Antiquité, à cause justement de cette production de résine de cèdre qui était fortement demandée par les Égyptiens, puisqu'on momifiait pas seulement les pharaons, mais aussi une bonne partie des élites, voire même des gens de classe plus populaire. Donc là, la richesse du Liban a commencé à décroître dès la plus haute Antiquité à cause de ce commerce qui était aux mains des Phéniciens, donc ce commerce de la résine de cèdre. Merci Jacques. Une question de Geneviève? Non, ce n'était pas une question, c'est juste une remarque sur les mythes et les rituels. Ce qui est intéressant, c'est à la fois leur localité, leur caractère très particulier et parfois leur universalité. Et donc sur les arbres sur lesquels on accroche des vêtements, c'est quelque chose qu'on retrouve
dans de nombreux endroits du monde pour des tas de raisons, mais on va le trouver au Maroc, on le trouvait en Roumanie, où les jeunes femmes, voilà, et je suis sûre qu'on peut le trouver en Asie. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment dans différents endroits du monde on peut retrouver cette même façon d'accrocher à l'arbre des croyances. Oui, ben, l'arbre est un symbole universel. C'est une bonne conclusion. Il nous reste 1 minute. Peut-on avoir une autre question? Oui. Bonjour. En dehors d'accrocher des vêtements, est-ce que vous avez des idées pourquoi, par exemple, les Lakota accrochent des sachets de tabac à l'intérieur de morceaux de vêtements aux arbres, indépendamment du fait qu'ils prient en même temps qu'ils les font et que ce sont des formes d'offrande? Oui, ben, je ne connais pas spécialement cette population-là, mais bon, le tabac qui a été inventé, enfin développé en Amérique du Nord et du Sud, a une valeur symbolique importante. Dans d'autres régions, on utiliserait l'encens. Là, on a le tabac sous la main, donc on l'utilise un peu dans une même finalité, c'est-à-dire une finalité de cadeau fait aux esprits pour les amadouer, pour les rendre au moins moins agressifs qu'ils ne sont, sinon se les rendre favorables, se les rendre aimables. Donc c'est l'idée de donner quelque chose qui a de la valeur pour soi. Donc pour les Amérindiens du Nord, du Centre et du Sud, le tabac avait une valeur importante, équivalente peut-être à celle de l'encens dans le monde méditerranéen ou d'autres denrées au Moyen-Orient ou en Asie. Merci Jacques, merci Raphaël. Bon, je prends un gobelet.